Bonjour à toutes et tous et bienvenue à nouveau sur le Smart and Strong podcast pour ce 13e épisode. Alors aujourd'hui ce sera un épisode où je ne vais traiter que d'une FAQ, donc une FAQ qui a été réalisée il y a à peu près 15 jours, qui devait être a priori intégrée au dernier épisode, mais sur laquelle j'ai souhaité un peu plus développer et du coup je me suis dit que ça pouvait être typiquement un podcast standalone et voilà. Ceci explique pourquoi les réponses aux questions mettent en général un peu plus de temps pour être répondues, mais j'espère de cette manière prodiguer des réponses qui soient les plus, les plus honnêtes, les plus complètes et ouais, possible. C'est vraiment l'idée. Et voilà. Depuis lors, pas beaucoup de nouvelles. Aujourd'hui, lycée 2 va commencer, où je serai parti dans quelques instants pour aller coacher 4 de mes athlètes et un total de 7 athlètes représentant le club Smart and Strong. Ce sera plutôt chouette. On commence tout doucement à faire notre petit bout de chemin. J'ai hâte de voir les résultats qui vont être réalisés ce week-end. Et voilà, certains vont tenter de qualifier leur ticket d'or pour les championnats de Belgique. Hâte de savoir si ce sera le cas. Le niveau devient de plus en plus compétitif de chaque année et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment génial. Et du coup, les enjeux deviennent également de plus en plus importants et c'est très chouette. Hier, aussi dans les nouvelles, une recommande de matériel calibré. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Mais les projets prochains, c'est de potentiellement ouvrir un studio de coaching privé. On verra un petit peu comment ça se passe. Donc, si tu aimerais bien recevoir un peu plus d'infos ou d'updates de ce côté-là, n'hésite pas à le faire savoir. Et je verrai du coup comment, comment je peux mettre ça en place. En attendant, euh, ok, rentrons directement dans le vif du sujet. Je pense que j'ai 5 à 6 questions à traiter. On essaiera de les traiter de la meilleure des manières à chaque fois. Ici, du coup, pour le savoir, on va commencer par une question un peu sur la programmation, la périodisation de manière générale. On passera ensuite sur les différences entre, enfin les différences et parfois les ressemblances entre le powerlifting et l'haltérophilie. On parlera un petit peu de l'isométrique pour les tendinopathies, ou les tendinites, telle que la question a été posée, je reviendrai un petit peu là-dessus. Nous aborderons aussi les recommandations de l'OMS et en fait tout ce qui touche au cardio et au powerlifting, quelle complémentarité et quel est l'intérêt en fait d'ajouter du cardio dans sa pratique sportive. Ensuite, il y aura aussi une question sur les salles de sport mixtes, du coup sport de gyrois, powerlifting, haltérophilie, masslifting. Donc ça c'est quelque chose, je pense que j'ai pas mal d'idées. Et puis une question de Julien qui tient sur un des posts qui a récemment été publié par le docteur John Russin, un post un petit peu controversial et j'avais envie de revenir dessus. Donc, maintenant que j'espère je t'ai mis l'eau à la bouche, l'idée est d'aborder ces questions une par une et j'espère que les réponses que je pourrai y apporter ainsi que les questions seront tout à fait intéressantes et passionnantes. Alors, la première question, qui est la question de Igor, il me pose la question suivante. Quels sont les points communs que tu as pu voir entre les différentes méthodes de programmation, périodisation, etc., qui ont eu des résultats positifs en se basant sur des approches qui ne se ressemblent pourtant pas? Exemple, périodisation en bloc versus périodisation conjugate. Alors, de manière générale, j'aurais tendance à dire que tout ce qu'il y a en commun qui fait que les méthodes qu'une méthode ou une autre fonctionne, c'est vraiment les basiques. Donc, je vais dire progressivité de l'entraînement, progressivité du stimulus d'entraînement. Si le développement de la force est bien évidemment nécessaire en hypertrophie aussi, mais typiquement d'autant plus dans la force. Ensuite, ce serait un entraînement qui soit adapté aux besoins et aux envies de l'athlète. Ne pas en faire trop tout en faisant suffisamment, qui peut parfois être un équilibre un petit peu ténu, dirais-je. Euh, et en fin de compte, une dose suffisante de spécificité, mais de variation aussi. Un programme hyper spécifique. Je remarque que pour beaucoup d'athlètes, c'est pas toujours la meilleure des choses, mais aussi un programme trop peu spécifique n'est absolument pas une bonne chose. Voilà. Cela étant dit, je pense que ça c'est un peu les basiques, c'est un peu ce qui est commun. Mais après, du reste, les programmes sont totalement différents. La plupart des programmes qui fonctionnent bien, en fait, intègrent ces basiques, mais selon le système, à des dosages qui sont différents. Mais c'est pas pour autant que l'un est toujours meilleur que l'autre. Je pense que là-dessus, il y a aussi pas mal de préférences de l'athlète, de billets un petit peu aussi, de qu'est-ce qui convient à l'athlète et ce vers quoi il a envie de se diriger.
Par contre, je tiens quand même à préciser que quand je parle de conjugate, je tiens pas à faire l'amalgame avec Westside Barbell, qui est effectivement un programme conjugate, mais quand je parle de conjugate, je parle de tous les programmes d'entraînement qui cherchent à développer plusieurs composantes, plusieurs qualités physiques de manière simultanée. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la plupart des programmes de powerlifting modernes tombent dans cette catégorie de ce qu'on peut appeler les programmes conjugate. C'est-à-dire que l'idée est de développer la force, mais en même temps d'optimiser la composition corporelle en maximisant la masse musculaire que possède un athlète. D'ailleurs, tu pourras bien être vigilant car dimanche soir, un post sur comment 4 conseils pour maximiser l'hypertrophie sortira sur mon Instagram. Donc n'hésite pas, malgré la compétition, je ne perds pas le rythme des posts. J'espère que ça pourrait t'intéresser. On reviendra peut-être là-dessus dans un futur podcast, qui sait. Tout ça pour dire qu'en fait, enfin, je répète ce que je disais, du coup, la plupart des programmes modernes, en tout cas en force, en powerlifting, ont une approche conjugate parce qu'ils cherchent à développer la force, mais aussi à maximiser les gains de masse musculaire. On sait qu'il y a une relation assez importante entre la quantité de masse musculaire que possède un individu et la force qu'il est capable d'exprimer. Ça ne veut pas dire que c'est forcément une relation parfaite. On remarque tout simplement qu'au sein d'une catégorie de poids, par exemple, les athlètes les plus musclés ont tendance à être ceux qui performent le mieux. Ensuite, on sait qu'il y a une corrélation entre, par exemple, le squat et le développé couché, entre la performance dans ces mouvements-là et la quantité de masse musculaire. Donc, il y a de plus en plus d'études qui ont tendance à montrer que la masse musculaire joue un rôle important, et du coup, c'est pourquoi de plus en plus de programmes, en tout cas dans la périodisation moderne, les gains de masse musculaire sont une composante très importante dans ces programmes-là. Pour revenir un petit peu du coup sur les principes, sur un peu des principes un peu plus modernes de programmation, on remarque que ces déterminants de la performance, donc le gain de masse musculaire et le gain de force, sont généralement travaillés à l'année. L'un et l'autre sont priorisés en fonction bien évidemment de la proximité de la compétition. On ne va pas forcément pousser le travail d'hypertrophie et de gain de masse musculaire à l'échec ou plus proche de l'échec, vraiment à quelques jours, voire quelques semaines de la compétition. Mais on sait qu'on va les prioriser un peu en fonction de la distance, du niveau de l'athlète, des préférences aussi de l'athlète, du fait de s'il est en train de monter de catégorie de poids, de baisser, de descendre de catégorie de poids, des choses qui vont avoir plus ou moins d'importance et du coup qui vont faire en sorte qu'en fait, contrairement à ce qui se faisait par le passé, ils vont pas être travaillés de manière séquentielle, donc hypertrophie, force, et puis éventuellement transmutation ou réalisation ou travail de la puissance. Ça, on est vraiment plutôt sur des paradigmes un peu plus anciens, un peu plus, je vais dire, datant des années 80, et issus un peu de toute la périodisation soviétique, mais on va se retrouver plutôt en fait, avec une manière de travailler qui va être mixte. Et du coup, en fait, avec le développement des qualités physiques qui va être de manière concomitante, voire conjuguée. Et du coup, si on remarque que les approches enfin, que l'approche conjuguée est quand même plus moderne, est-ce qu'elle est supérieure à une méthode, une méthode plutôt séquentielle en bloc? C'est quelque chose qu'on pourra voir un petit peu par la suite. Il y a d'ailleurs une étude très intéressante qui est sortie là-dessus il y a quelques semaines, quelques mois. Du coup, personnellement, moi, j'aime de plus en plus me détacher de ces modèles classiques de périodisation qui sont souvent présentés. Et je sais que c'est le cas aussi pour un nombre important de coachs. J'entends par là s'émanciper d'une structure qui se base uniquement sur le découpage en blocs bien spécifiques et ainsi auparavant, l'entraînement était surtout découpé en blocs d'hypertrophie, où on ne fait que des séries, par exemple, sur les main lifts de 8 à 10 répétitions, puis des blocs de force, où on fait des séries entre 3 et 6 répétitions, et puis des blocs de préparation à la compétition, certains appellent ça la transmutation, ou de la réalisation, du picking, où on fait des séries plutôt de 1 à 2 répétitions. Et voilà, ça c'est vraiment l'ancien modèle qui est fort issu en fait de toute la littérature soviétique, des programmes d'entraînement soviétiques. Mais moi justement, et je remarque aussi de plus en plus de coachs, on a tendance un peu à prendre des libertés vis-à-vis de ces modèles de périodisation qui étaient beaucoup mis en avant par le passé. Et du coup, comme je le disais, une étude intéressante s'intéressait en fait aux effets sur la performance en force maximale et en puissance, ainsi que l'hypertrophie avec différentes approches. Donc ici, dans cette étude qui est intitulée New Perspective in Resistance Training Periodization, Mixed Session versus Block Periodized Program in Trainmen, les chercheurs ils ont comparé une approche traditionnelle en bloc, avec succession d'une phase d'entraînement d'hypertrophie, suivie d'une phase d'entraînement orientée vers le développement de la force, avant de clôturer par une phase de travail de puissance.
Et alors, ce qu'ils ont comparé, en fait, du coup, les mixed sessions, c'était une autre approche qui consistait en une approche mixte où chacune des qualités testées était travaillée à chaque séance. Et alors, ils en sont arrivés avec plusieurs, je veux dire, plusieurs conclusions et résultats assez intéressants. C'est qu'il semblerait que pour développer la force et la masse musculaire, l'approche des sessions mixtes est plus efficace, tandis que pour le développement de la puissance, l'approche traditionnelle en bloc s'est avérée plus efficace. Du coup, pour répondre à la question d'Igor, moi j'aurais tendance à dire que typiquement, selon les données scientifiques, enfin, même si de premier abord on peut dire que ça n'a pas beaucoup d'importance, que l'une est un peu plus ancienne et que l'autre est un peu plus moderne, je pense qu'ici on commence à avoir des petites données et ici il semblerait que typiquement si on veut développer la force et la masse musculaire, vraiment une approche un peu plus conjugate, où on va vraiment travailler la force et l'hypertrophie de manière concomitante à chaque fois. Donc lors de chaque séance, ce soit quand même plus efficace, en tout cas pour progresser avec ces qualités physiques-là. De toute manière, ça me semble fort logique, en fait, hein. On souhaite travailler l'hypertrophie, la force au-delà de quelques semaines euh, pour gagner dans ces qualités-là. C'est des qualités, des composantes physiques qu'il faut énormément de temps pour développer. On dit que souvent, si on veut observer des différences significatives en termes d'hypertrophie, on va compter au moins 8 à 12 semaines chez les sujets normalement entraînés, chez les sujets qui sont avancés ou très fortement entraînés, ça pourrait même être beaucoup plus long. Et du coup, en fait, on se rend compte que si quelqu'un concourt, on va dire 4 fois par an, on va avoir à peu près 12 semaines entre chaque compétition. Et du coup, c'est un peu compliqué. Ça va être un petit peu compliqué, si vous voulez, en fait, de développer suffisamment l'hypertrophie sur chaque préparation si on veut une succession de 3 blocs, par exemple. Un bloc plus orienté hypertrophie, un bloc plus orienté force et un bloc plus orienté préparation à la compétition. Donc, ce sera peut-être à chaque fois pas suffisant. Et du coup, plutôt que d'avoir cette approche un peu plus séquentielle, en fait, ça fait sens de travailler cela à l'année et de travailler, par exemple, autant la force que l'hypertrophie à chaque séance. Et comme je le disais plus tôt, c'est d'ailleurs de toute façon une approche moderne qu'on retrouve dans la plupart des programmes de force à l'heure actuelle. L'idée est d'envisager une approche, je vais plutôt dire concurrente, même si concurrent training est plutôt lié, si vous voulez, au développement de l'endurance et de la force. Mais ici, c'est vraiment dire que c'est des qualités physiques sur lesquelles il peut y avoir qu'il peut y avoir des transferts, mais qui peuvent parfois un petit peu s'opposer. Parce qu'on sait que, par exemple, développer la masse musculaire, c'est plus facile lorsqu'on est plus proche de l'échec, alors que le développement de la force peut se faire à des intensités importantes, mais plus loin de l'échec. Du coup, on voit que ça va pas toujours dans la même direction au niveau de ce qu'on cherche, mais typiquement, ces deux qualités physiques qui vont avoir de toute façon l'impact d'améliorer le total peuvent être travaillées et devraient être travaillées de manière concomitante. Euh, Cela dit, moi je dis toujours que c'est pas parce qu'elles sont travaillées toutes les deux à l'année qu'on peut pas avoir recours à une approche un peu plus en bloc, mais que les blocs en fait soient de moins en moins marqués et se ressemblent plus. Il y a juste moins de variations. C'est d'ailleurs aussi un paradigme de périodisation moderne. Je sais que je prévoirai un post là-dessus prochainement pour expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on retrouve dans la plupart des programmes d'entraînement à l'heure actuelle. Et il se différencie en fin de compte de moins en moins. Enfin, je veux dire, les blocs qui se suivent ont tendance à se différencier de moins en moins, ils se ressemblent plus. Et en fait, tout ce qui va changer, si on veut avoir ce découpage en blocs, c'est peut-être le nombre de répétitions, parfois un petit peu la sélection d'exercices. Et de toute façon, si quelque chose fonctionne plutôt bien, on a tendance à le répéter qu'un athlète plutôt que de changer chaque bloc du tout au tout. Donc voilà. Cela dit, comme je le disais, avec une approche un peu plus moderne, si un bloc est orienté hypertrophie, il n'est pas inhabituel de garder des répétitions plus basses, voire même des singles en fait pour travailler la force. On peut juste se servir d'un top set avec des séries entre 1 et 3 répétitions avant de faire un peu plus de volume, avec la volonté par exemple d'augmenter un petit peu la masse musculaire ou en fait d'avoir juste des slots qui vont être sur des accessoires. Donc par exemple, au lieu de faire, je sais pas, une série en top set et puis 3 back-off sur le comp squat, ce qui pourrait se passer, c'est un top set pour la pratique, pour le maintien en fait des qualités physiques, et puis par exemple faire le reste au bell squat, au leg press, et donc ça, ce sont aussi des approches qu'on peut retrouver un petit peu plus. Et du coup, il faut savoir que du coup, c'est pas parce que les blocs ont tendance à peut-être être moins efficaces ou que c'est une approche un peu plus datée qu'ils ne peuvent pas en fait servir aussi à essayer d'avoir une certaine structure, une certaine polarisation de l'entraînement. Et du coup, moi, c'est ce que j'aime en fait garder un peu dans ma pratique, dans ma façon d'aborder l'entraînement, c'est de quand même garder en fait ces distinctions de certains blocs, déjà pour que l'athlète ait un peu une idée de quel est l'objectif du bloc. Est-ce que le but est d'accumuler du volume d'entraînement, voilà. Est-ce que le but est de développer plus la masse musculaire ou est-ce qu'on est plus sur l'intensification, le but est d'un peu plus développer la force? Est-ce que dans une phase de préparation, le but est de préparer le corps pour les phases suivantes de l'entraînement et du coup d'augmenter par exemple le work capacity? Et voilà, du coup j'aime quand même garder un petit peu cette distinction, même si c'est pas forcément meilleur. Donc voilà.
Mais du coup, en fait, ce que je fais, c'est que dans chaque bloc, je mets une priorité sur laquelle je souhaite travailler. Ça peut être, je veux dire, les adaptations en hypertrophie, les adaptations en force, un peu les adaptations plutôt neuromusculaires, donc avec une faible fatigue, mais par exemple une haute vitesse d'exécution ou des RPE plus modérés. Enfin, voilà, différentes choses. Et du coup, je me sers un petit peu des blocs pour déterminer quelles sont mes priorités à l'entraînement. Cela dit, j'en profite quand même pour développer les autres qualités. Par exemple, l'hypertrophie, si je suis dans un bloc d'accumulation, on va être d'autant plus travaillée, mais elle sera peut-être un petit peu moins travaillée lorsque elle sera un peu moins importante lorsque je serai en phase de préparation à la compétition, mais je vais quand même essayer d'avoir un stimulus suffisant pour moi maintenir les acquis en masse musculaire qui ont été faits lors des derniers mois. Et si l'athlète le supporte, je suis un très bon exemple de ça, c'est encore pouvoir potentiellement pousser ce travail et essayer de maximiser au mieux la composition corporelle. Donc, je m'émancipe un petit peu de programmation telle quelle, hein, du coup, hypertrophie avec que 8 à 10 reps, puis la force avec du 3 à 6 reps, et puis préparation à la compétition avec du 1 à 2 reps, non. Je remarque ici, si je garde par exemple sur certains mouvements, des reps plus basses à l'année, ça me permet d'avoir, entre guillemets, ça me permet de juste mieux travailler sur certaines capacités, je vais dire, mes capacités motrices, en tout cas, avec la gestion des plus hautes charges, avec lequel j'ai toujours eu un peu de mal, étant un profil qui est plus facile sur les répétitions que sur les singles. Ça explique un petit peu la chose. Enfin voilà, du coup, qualités physiques sont toujours travaillées et aussi périodisées au cours de l'entraînement. Et je garde en fait cette approche polarisante, hein. Du coup, c'est-à-dire on est à 16, 20 semaines de la prochaine compétition. J'ai pas forcément l'intérêt de mettre l'accent sur le 1 RM strength ou le maximum de spécificité. Et du coup, avec les blocs, à mesure que je vais me rapprocher, je vais garder une structure assez similaire, que ce soit en termes de fréquence, ou peut-être être bougé un petit peu en fonction de la préparation que l'athlète a subie et différentes petites choses. Et voilà, ça va. Et du coup, l'entraînement est vraiment fait avec un travail continu, séquentiel et phasique, mais où chaque chose est priorisée en fonction de la phase dans laquelle on se situe. Donc voilà. Cela dit, je souhaite ajouter un petit truc dans un registre un peu plus nihiliste, c'est de se dire que je suis pas certain que ça fasse une si grosse différence en pratique que cela, parce que même si on peut identifier une meilleure approche pour programmer l'entraînement, je pense que c'est pas pour autant qu'on aura de meilleurs résultats. Pour moi, peu importe la structure d'entraînement, en fait, tant qu'elle convient à l'athlète et tant qu'elle convient au coach. C'est-à-dire que, en fait, juste simplement prioriser l'adhérence, les envies, les besoins de l'athlète assurera que le programme soit suivi et donc qu'il fonctionne. Si par exemple un athlète est beaucoup plus à l'aise avec le fait d'avoir une approche plutôt mixte, ben ça vaut la peine et on peut juste se dire on a une approche mixte beaucoup moins périodisée. Les athlètes avec lesquels j'ai déjà eu cette approche-là avec plus ou moins de succès où en fait on fait un bloc à la fois et on essaye de juste voir ce qui fonctionne. C'est parfois ce qui se passe. On cherche, on titille et puis on se rend compte bon ça fonctionne, mais dès qu'on dévie un petit peu trop c'est un peu compliqué. Dès qu'on augmente les reps ça fonctionne moins bien et du coup on essaie d'avoir plutôt cette approche mixte à l'année avec un modèle de périodisation qui est un peu moins marqué. J'ai un athlète avec lequel on a dû faire ça suite à des douleurs, assez intéressant, une approche qui était un petit peu différente, mais c'est juste selon ses besoins. C'est vraiment on s'est un peu émancipé, du coup, c'est structure un peu plus en bloc ou à X semaines de la compétition. J'aurais bien voulu qu'on fasse un peu plus de haut reps. Bah non, il ne les supportait pas. Donc voilà, on a juste essayé d'avoir une légère variation de série, de série en série, et voilà. Donc ça, c'était les petits trucs. Du coup, j'espère que ça répond à la question. Mais du coup, je pense que avant tout, l'idée est surtout qu'un athlète trouve l'approche qui lui convient, qui travaille dans l'approche qui lui convient, et ce sera de façon beaucoup plus important en fin de compte que un athlète qui suit un programme, bah, en fait, qu'il n'a pas envie de suivre. Et du coup, ça, c'est vraiment le point le plus important. Donc, ça, c'était vraiment ici pour la première question. Ensuite, je souhaitais aborder du coup la question de Santiago qui me posait la question suivante. Voilà, pas une question, plutôt une affirmation. Il était plutôt intéressé pour découvrir en fait les différents transferts ou les interférences entre le powerlifting et l'haltérophilie. Alors, malgré le fait que ces deux sports soient très similaires en apparence, ce sont des sports bien différents. Le public va souvent les confondre, sur du fait du powerlifting, les gens, ah oui, le sport où on met les barres au-dessus de sa tête. Non, ça c'est l'haltérophilie. Ou les gens, quand ils haltérophilie, c'est, ah oui, c'est du deadlift, du bench. Non, pas du tout. Et les gens, enfin voilà, il y a un amalgame de manière générale. Donc, l'haltérophilie, c'est le snatch, le clean and jerk, ou l'arraché et l'épaulé jeté. Tandis que le powerlifting, on est vraiment sur le squat, le développé couché et le soulevé de terre, deadlift. Donc, voilà.
même si en apparence sont très similaires, en pratique ils sont fort différents. Comme j'en parlais un petit peu, la performance en powerlifting, elle va surtout reposer sur l'expression de la force maximale. Alors on sait que ça va être influencé un petit peu par la masse musculaire, tandis qu'en haltérophilie, on va retrouver une composante bien plus importante, une composante technique déjà, et une composante, je vais dire un peu vulgairement, de puissance. Du coup, là, on ne cherche pas forcément à exprimer la force maximale, mais en haltérophilie, il faut qu'on ait vraiment cette notion de force, mais aussi de vitesse et d'accélération pour pouvoir soulever la barre. Euh, donc, en haltérophilie, en fait, la vitesse et plus particulièrement la capacité à accélérer la barre vont avoir un impact crucial sur la performance. En fait, si vous êtes très rapide, pardon, j'ai perdu le fil. Donc, accélérer la barre, en fait, c'est quelque chose qui va permettre de réussir ces lifts. En fait, ce qu'on a haltérophilie, c'est on cherche une accélération croissante, on cherche du changement de rythme. Il y a aussi cette notion de rythme, de coordination, technique qui sont aussi beaucoup plus importants et qui vont faire que du coup, un athlète a vraiment en fait besoin d'accélérer la barre pour réussir un lift. Il y a différentes études qui sont intéressées un peu aux valeurs qu'on souhaite attendre de cette accélération et des vitesses de pointe aussi. Je pense que Garamer, dans les années 90, je pense en 1991, avait émis enfin avait comparé en fait d'un point de vue physique les différences entre l'haltérophilie et le powerlifting. Une étude assez intéressante, même si elle date un petit peu, elle permet d'un petit peu comprendre. Et voilà, alors qu'en powerlifting, en fait, il peut même arriver que l'accélération soit nulle et qu'on soit carrément sur une vitesse constante. Donc c'est des choses qui sont possibles aussi. Alors qu'en haltérophilie, si on a une vitesse constante, la plupart du temps, ce ne sera pas suffisant pour élever suffisamment la barre, à moins que ce soit des charges plus légères. Donc ça, c'est un petit peu les choses que j'observe. Alors, si les composantes et les déterminants de la performance sont légèrement différents, on sait que ben, l'entraînement va être différent car les qualités recherchées ne sont pas les mêmes. Du coup, on pourrait carrément faire un podcast sur les différences à l'entraînement. Je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. L'idée, c'est surtout un peu se dire que, ben, en fait, les qualités physiques qu'on recherche sont différentes. Du coup, l'entraînement sera différent. Et du coup, ben, la transférabilité de l'un à l'autre est peut-être un petit peu pas évidente. Cela dit, moi, de mon expérience, je trouve que l'haltérophilie se transfère assez bien, voire très bien, en fait, vers le powerlifting, une fois que les modifications techniques sont réalisées. Donc, en fait, passer du high bar vers du low bar, d'adapter un petit peu sa technique de tirage en épaulé pour que ça corresponde un peu plus à du deadlift, que ce soit en sumo ou en conventionnel. Et puis bah, tout ce qui est push press, strict press, ben, on s'adapte et on fait un peu plus de développé couché. Je trouve que c'est généralement entre guillemets quelque chose voilà. Les haltérophiles ont vraiment ces capacités d'adaptation, je trouve, parce qu'en fait ils ont développé une bonne, je veux dire une bonne conscience de leur corps, des bonnes capacités techniques et d'apprentissage. Il y a beaucoup de mouvements qu'on va appeler des semi-techniques, donc l'arraché suspension, on va dire du floating clean pool, ou voilà. Et en fait, ils ont vraiment en fait ce travail technique qui est continuel et qui en fait, de mon expérience et de mon avis, développe aussi beaucoup plus, ben, comme je le disais, la conscience du corps, mais aussi les capacités d'apprentissage en fin de compte. Et du coup, je trouve que les haltérophiles qui passent en powerlifting font en général des transitions qui sont plutôt bonnes. J'ai quelques exemples. En France, on a Paul Ramboville, par exemple, qui est à l'heure actuelle un des quand même meilleurs athlètes européens, voire mondiaux, anciennement en moins de 74 et maintenant en moins de 83, qui fait quand même des performances très importantes, alors qu'il vient typiquement de l'haltérophilie. Et voilà. Par contre, je remarque que l'inverse n'est pas vrai. Je trouve que la plupart des powerlifters, en fait, manquent en général de mobilité, de coordination, de cette capacité technique, en fait, cette conscience de corps qui vont en fait leur permettre de bien performer en haltérophilie. Les haltérophiles sont en général de meilleurs athlètes aussi sur le plan compétitif. Donc en fait, la stratégie de compétition est différente. Ils ont une meilleure capacité à s'adapter à l'imprévu ou à s'adapter à certaines situations. Alors qu'en powerlifting, non, je dois avoir mes X minutes de récupération et tout ça. Donc je pense que de manière générale, les haltérophiles sont de bien meilleurs athlètes que les powerlifters. Les powerlifters sont des athlètes capables d'exprimer énormément de force, mais en fait qui sont bons dans 3 mouvements, qui ont très peu de capacité à transférer cela pour beaucoup dans d'autres sports. Il y a aussi, je trouve, un manque de capacité et de développement du fitness de manière générale chez les powerlifters. Ce qu'on retrouve beaucoup chez les haltérophiles, c'est qu'en fait les haltérophiles ne disent pas je vais commencer l'haltérophilie comme ça du jour au lendemain. En général, ils passent par le crossfit, ils acquièrent une base, que ce soit aussi développement du fitness, donc un peu sous tous ses abords. Ça, c'est aussi un des gros avantages du crossfit. Alors que la plupart des powerlifters à l'heure actuelle arrivent dans le sport
non pas parce qu'ils sont passés par l'haltéro ou par le crossfit, moi ça a été mon parcours, mais je trouve que la plupart des jeunes en fait voient des vidéos sur Instagram, ils ont peut-être 15-16 ans, veulent se lancer dans le powerlifting, ont une activité, un historique d'activité sportive aussi très modéré, voire pas du tout existant. Ils n'ont pas en fait développé suffisamment de qualité physique et souhaitent déjà en fait se restreindre à 3 mouvements. Et je pense que ça c'est des choses qui peuvent aussi qui peuvent aussi expliquer pourquoi transférabilité aussi est moins bonne quand les gens font du power vers l'haltérophilie. L'haltérophilie aussi, comme j'aime le dire, c'est un sport ingrat. Euh, c'est un sport vraiment ingrat, dans le sens où il faut le travailler énormément parce que c'est un sport beaucoup plus technique qui va demander beaucoup plus de finesse au niveau de l'exécution, du geste, de beaucoup de précision. Et du coup, c'est quelque chose qui demande d'être entraîné, entraîné, entraîné. Et parfois, pour ajouter juste 1 ou 2 kilos sur son total, on va devoir nécessiter pas mal d'heures. Voilà. Donc ça, c'est pour moi quelque chose c'est un sport qui est un peu plus ingrat que pour le power, où le power, bah, si on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, le total va augmenter. Alors, on n'augmentera pas toujours aussi vite qu'on le voudrait, mais je trouve qu'en haltérophilie, c'est un petit peu plus, la progression est parfois plus difficile à atteindre, puisqu'en fait, si on a un changement technique qui va être relativement modéré, qui peut être important, vais-je dire, ben en fait, on sait qu'on va perdre pas mal de kilos sur le total, il va falloir travailler des charges qui sont somme toute beaucoup moins importantes, et voilà. Donc ça, c'est des petits trucs, c'est les différences. Voilà. Alors un truc auquel je pense aussi, c'est que en termes d'interférence, en fait, c'est difficile de s'entraîner à haut niveau dans les deux. Je pense que c'est d'ailleurs, ça n'a jamais été fait. Quelqu'un qui concouru à la fois en international en APF et en IWF. Je n'ai peut-être Mikhail Kokliakev, qui est parti en strongman aussi, qui est probablement le meilleur athlète, je vais dire hybride, polyvalent, super total, qu'on n'ait jamais vécu. Alors en ancien russe, on pourrait dire qu'il peut-être pas. Ben voilà, peut-être aussi un petit peu de pharmacie derrière. Euh, qui d'autre je peux penser en super total qui est vraiment fait atteint le plus haut niveau dans les deux. Mark Henry aussi, un américain, mais qui est aussi passé en strongman. Du coup, je pense qu'il a gagné un titre. Mon Dieu, s'il n'a pas eu enfin, un titre, ou en tout cas, il a eu un squat à plus de 400 kg, un deadlift à, je pense, un truc comme 380 kg et un bench autour, enfin, je ne saurais plus dire, mais qui a aussi fait les JO en haltérophilie. Donc, ouais, il y a quelques exemples, c'est plutôt très, très, très rare. Mais en fait, typiquement, que ce soit Mikhail Kokliakev ou Mark Henry n'étaient pas les meilleurs dans les deux disciplines. Mark Henry était par exemple plus typé powerlifting qu'haltérophilie, alors que je pense que Kokliakev a fait de meilleurs résultats enfin quoique peut-être des deux côtés. Enfin soit, je vais éviter de dire des bêtises, j'ai pas fait de recherche sur le sujet, c'est quelque chose qui m'est venu en tête maintenant, donc voilà. Mais du coup, c'est vraiment des exceptions, deux athlètes qui viennent en tête. Si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à le partager, ça peut toujours être intéressant. Et en fait, ici, le meilleur exemple moderne, c'est Megan Scanlon, une américaine qui a participé notamment aux championnats nationaux des deux côtés, qui a plusieurs fois fait la World Team pour l'IPF, mais sans jamais vraiment avoir la capacité de breakthrough en haltérophilie. Et voilà, en attendant, ça reste quand même une prouesse, il faut le noter. Voilà, il y en a toujours un qui va prendre un peu plus le dessus. L'athlète va toujours de toute façon avoir un peu une préférence pour l'un ou pour l'autre. Et du coup, ben, on sait que l'entraînement va être plus dirigé vers cela. Et puis de toute façon, si on a des compétitions, bah, si on a une compétition de powerlifting ou une compétition d'haltérophilie en premier, on va en prioriser un peu plus l'un, que ce soit en termes de volume, d'intensité, et puis bah, le suivant, voilà. Alors si on devrait faire un petit peu l'un et l'autre, j'aurais tendance à dire qu'il vaudrait mieux dédier une demi-saison à l'un, une demi-saison à l'autre. Alors selon le calendrier belge, c'est pas forcément possible, puisque les saisons sont vraiment mises sont au même moment, donc c'est un petit peu compliqué, mais idéalement, c'est ce qu'on voudrait si j'avais tendance à le faire. À l'heure actuelle, je coach un athlète qui a déjà concouru international en powerlifting et au niveau national en haltérophilie. C'est quelque chose qui est parfois un petit peu challengeant. Euh, L'idée est de savoir se dire dans quelle mesure est-ce que pousser un peu l'Olympic lift ne va pas être un problème. Mais on sait aussi qu'à mesure qu'on a travaillé son développé couché, il a aussi perdu nos capacités overhead. C'est pas le cas pour tous les athlètes, mais pour certains, c'est quelque chose qu'on peut remarquer chez les athlètes qui ont déjà un petit peu moins de mobilité au niveau thoracique. Le fait de travailler beaucoup au niveau musculaire sans entretenir la mobilité peut se révéler un petit peu délétère. Mais voilà, pendant un bon niveau, Quentin, si tu écoutes ceci, gauche shout à toi. Tu es vraiment, je pense, un des rares athlètes en Belgique qui est capable de concourir à un très bon niveau en powerlifting et à un niveau national en haltéro. Donc ça, c'est du très bon boulot. Petite chose, par contre, moi que j'aime bien, si les haltéros écoutent cela, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent écouter, notamment vis-à-vis des powerlifters. C'est vraiment en fait
le travail que les powerlifters vont mettre sur le squat et sur le développement de la masse musculaire. Beaucoup d'haltéros sont là en se disant j'ai pas besoin de prendre de masse musculaire, mais aussi la masse musculaire est aussi importante, même si il y a moins d'études qui comparent l'intérêt de la masse musculaire pour la performance. On sait que notamment chez les jeunes, il y a une étude qui s'était intéressée aux données anthropométriques des jeunes et qui avait remarqué, je n'ai plus le nom de l'étude par contre en tête, donc je suis vraiment désolé, quelque chose que j'avais donné à un ami à l'époque, peut-être que je pourrais la retrouver, mais on sait que typiquement il y a chez les jeunes, il semblerait qu'il y ait une association, une corrélation si vous voulez, entre la quantité de masse musculaire et la performance absolue dans le total. Donc les athlètes étant plus musclés performent avec plus de totaux. Donc voilà, ça c'est les choses, je pense que de mon expérience, les haltérophiles devraient aussi tenter d'optimiser en tout cas au mieux leur composition corporelle, d'avoir le plus de masse musculaire possible, parce qu'en fin de compte c'est un moteur, et voilà, et surtout de travailler parfois un peu plus leur squat, parce que certains haltérophiles sont limités en fin de compte, même certains crossfitters en fin de compte sont limités par leur capacité à soulever des charges importantes en back squat. En fait ils vont avoir des front squats très très proches, des cleans très très proches de leur back squat, ce qui va pas leur permettre d'avoir un petit peu de marge pour progresser, et du coup ils vont pas pouvoir augmenter leur clean tant qu'ils n'augmenteront pas leur back squat, mais souvent c'est pas une priorité et du coup c'est pas quelque chose qui est forcément mis en avant. Alors que pour la plupart des athlètes avec lesquels je travaille encore à l'heure actuelle en haltérophilie, on a pu observer quand même des résultats positifs, notamment sur l'épaulé, parfois sur le snatch aussi, à mesure que le RM en squat augmente. Alors voilà, je suis pas certain que pour la plupart des haltérophiles il y a un besoin d'avoir un squat à 300 kg, on est d'accord, mais au moins avoir un squat, je veux dire à 200, peut-être 220 kg, ça va t'offrir toute la réserve de force qui est nécessaire. Voilà. Et du coup, ça, je pense qu'il y a quand même un petit peu, ça pourrait être intéressant pour plus d'haltéros de comprendre que pousser le squat, c'est aussi important pour la performance. Voilà qui répond à cette question. Ensuite, petite question de Mathieu. Question qui risque d'être un petit peu controversial, sur laquelle j'ai dû faire un petit peu de recherche et j'étais assez étonné parce que je pensais que ce serait très facile d'y répondre, mais on est toujours bien, petite revue de la littérature à chaque fois, c'est plutôt cool. Il me demande que penses-tu de l'isométrique pour les tendinites? Alors, première chose, c'est qu'à l'heure actuelle on ne parle plus de tendinite. La tendinite en fait c'est un paradigme qui sous-entendait qu'en fait les affections du tendon étaient forcément inflammatoires. À l'heure actuelle on parle plutôt de tendinopathie, en fait si vous voulez, de pathologie du tendon, qui va être un terme un petit peu parapluie qui va englober plusieurs autres pathologies, périodontopathie, tendinose. Dans certains cas aussi, on peut encore parler de tendinite parce que c'est clairement inflammatoire. Mais voilà, de manière générale, on parle plus de tendinite parce qu'on s'est rendu compte que l'inflammation et du coup la tendinite, c'était pas quelque chose qui était. Enfin, tendinite ne voulait pas forcément dire qu'il y avait toujours une inflammation très importante. Comment expliquer quand ça devient chronique, quand il y a plutôt une inflammation de bas grade qui s'installe, que c'est pas forcément quelque chose où on va avoir des signes inflammatoires, donc on va pas forcément avoir de l'œdème, on va pas forcément avoir de la chaleur, de la rougeur, et de la douleur. Et du coup, c'est des petits trucs comme ça sur lesquels, tiens, le paradigme a un petit peu évolué. Alors, il y a un moment où les chercheurs ont absolument dit, tiens, les tendinopathies, la tendinite, c'est absolument pas inflammatoire, c'est juste, enfin voilà, c'est de la désorganisation, c'est de l'anarchie, si vous voulez, au niveau des organisations du fil de collagène, c'est de l'angiogenèse. Mais on sait que c'est lié à de l'inflammation, mais ce serait pas ce qui explique la douleur, c'est pas forcément le phénomène inflammatoire. Alors que maintenant on a une meilleure compréhension au niveau de la douleur et on se dit en fait si c'est probablement ça continue probablement d'être inflammatoire au niveau de tendinopathie. Enfin soit on n'a pas encore tout à fait le fin mot de l'histoire, on comprend pas encore tout à fait certains phénomènes, mais on sait que typiquement à l'heure actuelle la plupart en tout cas des chercheurs sur le sujet ont quand même tendance à dire qu'il y a quand même un phénomène inflammatoire. On pourrait se dire qu'en fin de compte le terme tendinite n'est pas si mal choisi, mais à l'heure actuelle on parle plutôt quand même de tendinopathie qui va englober du coup un petit peu plus toutes ces pathologies du tendon. Ça va? Alors, pour revenir à la question, on sait que l'isométrique est souvent mis en avant par un nombre, je vais dire, important de kinés, kinésithérapeutes, et de plus en plus, je trouve que les coachs commencent à intégrer les tendinopathies, et en fait, ils mettent tout ça en avant comme étant le remède miracle contre les tendinopathies, en fait, c'est pour se prévenir des blessures, et ils parlent pour beaucoup d'adaptations qui soient spécifiques, ou alors d'un effet analgésique induit par l'exercice. Alors, quelque chose qui a aidé à la population de cette croyance qu'en fait l'isométrique était un petit peu magique, c'est une étude parue en 2015 écrite par Rio et collègues qui est intitulée Isometric Exercise Induce Analgesia and Reduce Inhibition in Patellar Tendinopathy. Et en fait cette étude a montré une réduction de la douleur du tendon jusqu'à 45 minutes après une contraction
après une contraction isométrique, ce qui semblait mais en fait super prometteur. Et en fait, depuis, beaucoup de professionnels citent cette étude. Alors, il faut savoir qu'en fait, c'était une étude qui était en fait où les sujets étaient sous-représentés, mais on reviendra un petit peu là-dessus plus tard. Du coup, comme je le disais, beaucoup de professionnels citent cette étude. Et un des mécanismes qui est souvent mis en avant pour justifier l'équilibre isométrique, c'est théorisé par Keith Barr. Il évoque en fait que les propriétés du tendon changent avec la vitesse de contraction. Il évoque l'idée qu'une contraction isométrique soit idéale, puisqu'en fait elle va être bénéfique au tendon via le principe de stress relaxation. L'idée est que si la contraction est maintenue suffisamment longtemps, la force va diminuer dans le tendon, les fascias et différentes fibres de tissu conjonctifs, ce qui va faciliter le passage de cette force au sein des fibres blessées. Et du coup, en fait, permettre la réorganisation, en fait, mettre de la traction sur ces fibres et potentiellement aider si vous voulez, c'est la loi de Davy, je pense, qui parle des adaptations dans les tendons, les muscles, qui va en fait mettre un petit peu ce qu'on appelle de la mécanotransduction. Euh, voilà, si la vitesse de contraction est rapide, en fait, la force, si vous voulez, elle évite la région blessée du tendon. Ce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que son hypothèse dit qu'une contraction isométrique ou très lente, en fait, va favoriser la mécanotransduction dans les régions lésées du tendon et favoriser le remodelage tendineux. Seul problème avec cela, c'est que c'est avant tout une hypothèse. Il n'existe pas à l'heure actuelle de vraies études qui ont pu confirmer ces résultats in vivo. Ça veut dire qu'en fait, la force ne passerait pas lorsque la vitesse est rapide par la région lésée du tendon. D'un point de vue, j'ai envie de dire peut-être mécaniste, ça pourrait faire sens, mais je pense que dans une approche un peu plus critique, moi je serais assez sceptique de se dire, en fait, entre guillemets, une force, elle va physiquement, elle va s'appliquer entre guillemets à travers un tendon, a priori, à travers les fibres du tendon, même s'il y a, sauf s'il y a une discontinuité, mais s'il y a une fibre qui est quand même endommagée, je ne vois pas comment la force pourrait se dire, ah tiens, je vais éviter ces fibres blessées. Ça, c'est peut-être un peu pour moi le truc. Alors peut-être que j'ai pas pris peut-être tant que ça temps de m'intéresser à cette stress relaxation. Alors la base de la littérature sur laquelle elle repose n'est pas non plus très étoffée. Et Kev Barr, surtout, explique ici que c'est un modèle, c'est une hypothèse en fin de compte. Et du coup, là où beaucoup de personnes mettent ça énormément en avant, j'ai vu des kinés qu'on pourrait parler de très haut profil, et je suis pas certain que j'aurai en tout cas le même niveau de confiance dans ce modèle-là. Voilà, ça c'est vraiment le premier truc. Et en fait, ce qui fait que cette théorie et puis l'étude de Rio qui date de 2015, en fait, j'ai l'impression que l'isométrique est un petit peu mis au devant de la scène, qu'elle est peut-être un petit peu surcotée à l'heure actuelle. Et moi, j'ai certaines études qui ont tendance à me plutôt conforter, en tout cas dans ces hypothèses-ci, dans le point de vue que moi j'ai. La première étude, en fait, est celle que je viens de mentionner, donc Rio et collègues. Et en fait, ils avaient un échantillon de seulement 6 sujets. Et en fait, avec 6 sujets, ça me paraît difficile de pouvoir généraliser. On pourrait également s'intéresser à la puissance statistique avec un si faible échantillon. Lorsque l'étude, d'ailleurs, a été répliquée avec un échantillonnage plus important, donc 16 sujets en l'occurrence, les résultats ont été un peu différents. Donc ainsi, O'Neill et collègues en 2019 n'ont pas observé le même effet analgésique chez les patients souffrant de tendinopathie achilléenne. Alors certains pourraient dire oui, là c'est dans une tendinopathie achilléenne, alors là c'est dans une tendinopathie si je ne dis pas de bêtises, rotulienne, enfin du quadriceps, patellaire, pardon, ouais, tendinopathie patellaire. Du coup, on pourrait se dire, bah tiens, peut-être que les tendons fonctionnent de manière différente entre le quadriceps et le tendon d'Achille. On sait qu'il y a des propriétés un petit peu différentes, notamment que le tendon du tendon d'Achille est composé en fait de différentes unités, un venant de chaque gastronélien, un venant du solaire, donc un tendon qui est peut-être un peu plus épais, avec des plans de glissement entre les différentes couches. Donc effectivement, on sait que sur le plan mécanique, ils se comportent peut-être pas de la même manière. Est-ce que ça pourrait expliquer les différences? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, l'étude de Rio, d'un point de vue statistique et d'un point de vue généralisation, en fait, est très faible, tout simplement. Du coup, on ne peut pas en tirer de grandes conclusions et surtout on ne peut pas s'attendre à une surgénéralisation telle que ça a été fait ici par beaucoup de kinés. Alors, une autre étude qui pour moi contribue encore à un peu semer le doute, c'est une étude qui est intitulée Effectiveness of Isometric Exercise in the Management of Tendinopathy, a Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Trials, qui a été réalisée par Clifford et collègues en 2020.
Alors ici, c'est une étude, c'est une revue systématique et méta-analyse, donc en général, on parle du plus haut niveau de preuve. Alors, on sait que les revues systématiques et les méta-analyses sont aussi fortes que les études sur lesquelles elles se basent. Donc ici, notamment, ils se basent sur certaines études, comme celle parlée de Rio, qui sont en fait d'un point de vue, qui sont parfois plus faibles, ou qui ont certaines limitations. Mais du coup, le but avec la méta-analyse est d'essayer de normaliser en fonction du nombre de sujets, en fonction de l'intervention du lieu, parfois aussi de la tendinopathie et pour essayer d'avoir des analyses différentes. Alors eux, ce qu'ils ont observé, c'est que l'isométrique en fait ne semble de manière générale pas avoir un effet supérieur aux exercices avec un régime de contraction isotonique. Donc en fait, quand on parle de régime de contraction isotonique, c'est la tension qui est la même, mais c'est la longueur du muscle qui change. Alors que l'isométrique, c'est vrai que j'aurais peut-être dû le décrire, mais en fait, c'est la même longueur. Donc le muscle ne bouge pas, il n'y a pas de changement de longueur au niveau du muscle. La tension peut changer, puisqu'en fait, si on maintient, la force va diminuer. Donc voilà. Euh, Parfois, en fonction de la résistance, parfois on va mettre une résistance fixe aussi, hein. Par exemple, si on se met au poids de corps, ben là la résistance est la même, l'isométrie est la même, ce qui va, ben voilà. Donc il y a il y a différents régimes de contraction. Euh, et en fait, il rapporte aussi que la réponse à l'exercice isométrique est assez variable au sein de travers de différentes populations atteintes de tendinopathie. Donc en fait, selon les tendinopathies, ben, la réponse à l'isométrique est déjà pas la même. Et du coup, on n'observe pas un effet quand même qui soit de l'isométrie qui soit super important. Et donc ça, pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez important. Après, est-ce que c'est juste lié tendinopathie quadricipitale? Oui, c'est possible. Chez ces 6 sujets-là, que ça a été quelque chose. Du coup, pour moi, enfin voilà, il y a quand même, si on prend juste l'aspect. Bon, 6 sujets, on pourrait peut-être plutôt parler d'anecdotes plutôt que forcément d'études, même si c'est ou d'études de cas. Donc, ça sont des choses sur lesquelles on peut se concentrer effectivement. Et voilà, voilà. Mais il semblerait qu'en fait l'isométrie ne soit peut-être pas aussi magique que ce qu'on pensait. Euh, et donc, du coup, Clifford et collègues, ils concluent même que, pour les citer, les exercices isométriques ne semblent pas être efficaces, ne semblent pas être plus efficaces que les exercices isotoniques dans la prise en charge des tendinopathies chroniques. La réponse à l'exercice isométrique est variable au sein et entre les populations présentant les tendinopathies. Cela dit, il précise toutefois que l'exercice isométrique peut être utilisé dans le cadre d'un programme de charge progressive, car il peut être bénéfique pour certains patients sélectionnés. Du coup, ça j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, même si c'est pas supérieur, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas l'utiliser, et ça, c'est à la fois, c'est très important de manière générale. Alors, une autre étude qui est intitulée Isometric Exercise do not provide immediate pain relief in Achilles tendinopathy, a quasi-randomized clinical trial. Et ils arrivent en fait à une conclusion similaire, c'est que l'exercice isométrique étudié dans cette étude-ci, donc isometric exercise do not provide immediate pain relief in Achilles tendinopathy, ne résulte pas en un effet analgésique immédiat chez les patients qui ont une tendinopathie chronique du tendon d'Achille. Euh, Toujours dans le même ordre d'idée, la même observation a été faite dans le cadre de fasciopathie plantaire, donc en fait ce qu'on appelait précédemment les fascites plantaires, mais pour la même raison on parle plus de fasciite mais plutôt de fasciopathie, parce que la nomenclature a un petit peu évolué pour englober en fait avec un terme parapluie plusieurs pathologies en fait si on voulait ici du fascia. Donc voilà, alors que pour la tendinopathie, enfin voilà. Voilà. Et leur conclusion, en fait, ils indiquent chez Rie les collègues que, contrairement aux attentes, l'exercice isométrique n'était pas meilleur que l'exercice isotonique ou même la marche pour réduire la douleur. Donc en fait, j'aurais tendance à dire que l'isométrique, c'est pas ce qu'il y a de mieux, en tout cas dans le cas dans le traitement des tendinopathies. Enfin, en tout cas, c'est pas forcément quelque chose qui est supérieur à l'exercice isotonique. Donc voilà, où la changement, enfin où le muscle peut se raccourcir, s'allonger. Il y a aussi un truc qui est assez intéressant, c'est que un grand pan de la littérature semble dire que l'excentrique lent et en charge est le gold standard en fait dans le traitement des tendinopathies. Je serais parfois probablement un petit peu prudent avec ces généralisations parce qu'on a vu que de manière générale, ils ont comparé l'isométrique à l'isotonique. L'isotonique qui intègre aussi les composantes excentriques, parfois accentuées, ne sont pas forcément être meilleures. Voilà, mais pour moi, si l'accent est mis sur la phase excentrique, ça permet en fait de diminuer la vitesse de changement de direction. Euh, voilà, du coup, et or, on sait qu'une vitesse de changement de direction plus importante, elle induit plus de contraintes sur le tendon. Donc en fait, rien qu'en réduisant la vitesse de contraction, on va réduire les contraintes sur le tendon. Et ça, du coup, c'est déjà en fait une forme de load management en fait sur le tendon.
Du coup, je ne sais pas si l'excentrique pour moi a vraiment des propriétés magiques ou est-ce que c'est lié un peu, si vous voulez, un peu à la contrainte que ça va induire, en fait, et en fin de compte, à une certaine forme de load management. Alors, certains ajoutent euh, la, que cette contraction excentrique lente favorise la synthèse de collagène et la bonne orientation des fibres, du coup, plutôt d'avoir une prolifération un peu anarchique, où en fait, les types de collagène vont être différents, juste la mécanotransduction sera de meilleure qualité, ce qui va en fait faire en sorte que du coup les tendons s'adaptent de manière entre guillemets plus positive. Mais cela, ça sous-entend que le tendon entre guillemets que peut faire la différence entre les différents types de contractions. Et ça, je ne serais pas non plus j'aurais pas non plus énormément de confiance dans cette hypothèse-là, simplement parce qu'en fait, ces théories-là, elles ont été hypothétisées par Stanish lorsqu'il a mis en place son protocole. On remonte déjà quelques années, mais si on lit les articles originaux, c'est pas des choses en fait où il y a beaucoup de références, ou en tout cas s'il y a certaines références, sont plutôt des références qui sont basées sur des études in vitro, donc pas forcément avec des analyses in vivo. Et voilà, si une fibre est étirée longtemps, est-ce que déjà ce qui se passe, alors, je vais dire, dans une boîte est ce qui va se passer dans le tendon? Mais voilà. Alors, je dis pas que la Stanish est achetée. Je trouve que c'est un très bon outil. Enfin, les protocoles de Stanish, du coup, excentrique, lourd et lent, contrôlé, avec une progressivité dans le protocole. Donc, certains, quand ils pensent à Stanish, ils ont un 3x10. Mais en fait, si on lit le protocole original, parfois on commence avec un 3x6. Et en fait, on augmente, sachant que ça doit s'adapter aux symptômes. On va avoir une progressivité de la mise en charge, aussi du nombre de répétitions qui vont être performées. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que selon les hypothèses qui sont mises en avant, je suis pas toujours le plus convaincu qu'en fait une fibre, enfin que le tendon va vraiment faire une différence entre le type de contraction. Alors on sait que par exemple la contraction excentrique va favoriser d'autant plus les gains, que ce soit en hypertrophie. Donc là-dessus, typiquement, on sait qu'au niveau de l'adaptation musculaire, c'est le cas. Est-ce que c'est le cas aussi pour les adaptations du tendon? Là, j'ai pas encore, je n'ai rien vu sur le sujet. Peut-être que les études existent. Si tu en as, n'hésite pas à les partager. Je serais ravi d'affiner un petit peu mon point de vue de ce côté-là. Enfin voilà, même si je suis pas entièrement d'accord avec l'idée que l'un ou l'autre soit magique, que l'excentrique ou l'isométrique soit magique, je tiens à dire que ce sont en fait pour moi de merveilleux outils qui peuvent être très 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 utiles. En fait, tout simplement, il faut les voir non pas comme étant le point de traitement ou la clé de voûte de son traitement, mais plutôt comme étant un moyen de prescrire une forme de contraction qui est supportable pour le patient. Si j'ai un patient qui ne sait pas faire d'excentrique parce qu'il est fort douloureux avec une tendinopathie, je vais essayer de mettre justement en place de l'isométrique, essayer d'augmenter un petit peu la qualité, entre guillemets, d'augmenter la durée, la capacité qu'il a à contracter son muscle, la force qu'il est capable de produire. Et ça, l'isométrique peut être un très 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 bon moyen d'y arriver. Et du coup, je pense que c'est surtout en fait un outil à utiliser selon le contexte du patient. C'est-à-dire, si le patient est capable de réaliser déjà de l'excentrique ou même des contractions à plus haute vitesse, pourquoi ne pas directement aller vers cette forme de progression? C'est-à-dire, comme je le disais, commencer par une contraction isométrique, ça peut mettre moins de contraintes sur le tendon, ça peut être un très 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 bonne idée. Et en fait, moi ce que je dis, c'est comme l'évoquaient les vues de Clifford et collègues 2020. Ben, en fait, je pense que c'est un outil qui, dépendant du contexte, peut être utile. Et en fait, c'est surtout ça. C'est-à-dire, dépendant du contexte, ayons recours à de l'isométrique, ayons recours à de l'excentrique. En fait, ayons recours à l'exercice et jouons sur certaines variables, manipulons un petit peu la prescription pour nous adapter à la symptomatologie et aux besoins, entre guillemets, du patient ou du sportif, plutôt que d'arriver et dire, ah, ok, vous voulez absolument de l'isométrique pour vos tendinopathies, et si vous ne faites pas l'isométrique, vous faites tout ce qui est mal. Alors je vois aussi des coachs qui maintenant rentrent un petit peu dans ce bandwagon et cette tendance. Et voilà, j'espère qu'ici j'ai offert quelques preuves qui vont au moins permettre de questionner un petit peu là-dessus, de ne pas forcément croire tout ce qui est dit avec énormément de virulence, dirais-je. Donc voilà, de toute façon les références à chaque fois de ce que j'ai cité seront sur YouTube, seront dans la description sur Spotify aussi. Donc si tu veux retrouver toutes ces études dont je parle, elles seront liées, elles seront dans la description. Ensuite, on peut aborder la question de Pauline qui me demande cardio et power, quelle complémentarité, quel impact, hashtag motivons-les à bouger plus. Entièrement d'accord avec le hashtag et
si vous voulez, on peut en faire un trend, mais je doute que ça fasse un trend en ce moment. Enfin, soit. Prouvez-moi le contraire, ça serait assez drôle. Alors, pour répondre à la question, j'aurais tendance à dire que le cardio comprend par là toute activité où le but est de développer un peu les qualités cardiovasculaires et le powerlifting en fait sont assez complémentaires. Euh, c'est un peu drôle, mais la première raison est tout simplement liée à l'aspect santé. Les recommandations de l'OMS pour l'activité physique sont les suivantes pour les adultes âgés de 18 à 64 ans. Alors, les adultes âgés de 18 à 64 ans doivent consacrer au moins 150 à 300 minutes par semaine à l'activité physique aérobie d'intensité modérée ou au moins 75 à 150 minutes à une activité physique aérobie d'intensité vigoureuse ou à une combinaison équivalente d'activités d'intensité modérée et vigoureuse tout au long de la semaine. Doivent également effectuer des activités de renforcement musculaire d'intensité modérée ou supérieure portant sur les principaux groupes musculaires au moins 2 jours par semaine. Cela apporte des bienfaits supplémentaires pour la santé. Peuvent augmenter l'activité physique aérobie d'intensité modérée à plus de 300 minutes ou pratiquer plus de 150 minutes d'activité physique aérobie d'intensité vigoureuse ou une combinaison équivalente d'activité d'intensité modérée et vigoureuse tout au long de la semaine pour obtenir des bienfaits supplémentaires pour la santé. Toujours les adultes de 18 à 64 ans doivent limiter le temps passé en position assise, remplacer la sédentarité par une activité physique de toute intensité, y compris de faible intensité, procure des bienfaits pour la santé. Et pour réduire les effets néfastes d'un niveau élevé de comportement sédentaire sur la santé, tous les adultes et les personnes âgées doivent chercher à dépasser les niveaux recommandés d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse. Voilà les recommandations de l'OMS et je trouve que le cardio est un bon moyen de rencontrer ces recommandations d'améliorer la santé. Là, du coup, en fait, tout simplement, la plupart des athlètes de powerlifting ne rencontrent pas les recommandations de l'OMS, c'est-à-dire qu'ils ne marchent pas, qu'ils ne font pas assez d'activité cardiovasculaire de manière générale, ce qui peut quand même en fait, c'est un phénomène qu'on retrouve aussi dans certains sports, parce qu'en fait, on retrouve des athlètes on va parler d'athlètes sédentaires, c'est-à-dire qu'en fait, les athlètes ne font que leur activité physique, mais ne font rien d'autre, vont limiter toutes les autres formes, en fait, si vous voulez, d'activité, juste pour le sake, justement dans la recherche de la performance et d'optimiser toutes les variables, ce qui fait qu'en fait les athlètes ont tendance à ne pas être dans la meilleure des santé possible et du coup je pense que le cardio rien que pour l'aspect santé en fait la plupart des powerlifters feraient bien d'aller au moins faire de l'activité comme on le disait aérobique viser si possible 150 à 300 minutes d'activité modérée ce serait déjà plutôt pas mal pas besoin d'être forcément très vigoureux, mais c'est un bon début. Donc pour moi, rien que pour l'aspect santé, en fait, c'est nécessaire, puisque comme je le disais, il y a très peu de gens en fait qui rencontrent les recommandations en termes d'exercice aérobie, il y en a encore moins qui les rencontrent en termes de resistance training, et il y en a encore moins qui rencontrent les deux. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près un truc comme 10% de la population qui suit les recommandations en termes d'entraînement aérobie, et je pense un truc comme 3% qui rencontrent en fait les recommandations en termes d'entraînement en résistance et aérobie. Et je trouve une étude assez intéressante, mais je pense qu'on était dans cet ordre d'idée-là en tout cas. Donc voilà. Être un athlète ne vous dispense pas de faire du cardio et d'aller et d'au moins rencontrer, voire excéder les recommandations oui, mais alors que les recommandations ne sont pas toujours parfaites, on est d'accord, c'est plutôt dirigé vers monsieur, madame, tout le monde. On sait qu'aussi le resistance training va avoir des effets bénéfiques sur la santé, qu'on n'a pas accès considéré, ça peut être considéré dans certains cas comme une activité vigoureuse à modérer, mais je viendrai là-dessus. Pourquoi est-ce que faire du cardio est aussi intéressant dans les prochaines minutes, parce qu'il n'y a pas juste l'aspect santé. En tout cas, l'aspect santé de manière générale. Donc, pour moi, la seconde raison qui devrait en fait pousser les athlètes à faire du cardio, elle est vraiment liée en fait à la capacité de travail. Si le système cardiovasculaire est plus entraîné, ça peut faciliter, favoriser une meilleure récupération en intersérie et en intra-séance, et même dans certains cas en interséance. Et en fait, cela peut permettre à l'athlète d'accumuler plus de volume, plus d'intensité à l'entraînement et donc en théorie faciliter les progrès par la suite. Alors ici on est vraiment plutôt sur un modèle un peu théorique, ça n'a jamais été prouvé pour le moment que des athlètes qui avaient qui faisaient une activité de cardio étaient en général plus performants. Il faudrait essayer de le faire. Est-ce que les athlètes qui vont faire un peu plus de cardio vont pouvoir développer plus leur force? En hypertrophie, ils ont fait une étude assez intéressante. Malheureusement, il faudrait que je la retrouve, je la linkerai. Je vais la linker. Ils se sont rendus compte qu'en fait, des athlètes qui faisaient du cardio avait tendance à faciliter en fait
enfin les athlètes qui avaient fait du cardio un peu avant de suivre un entraînement en hypertrophie, en fait, ça leur avait permis d'augmenter leur gain en hypertrophie. Un des mécanismes qui était là, c'était lié en fait à tout ce qui était à l'augmentation de la densité capillaire. Et en fait, on perfuse mieux le muscle, ce qui pourrait lui permettre potentiellement, selon plusieurs mécanismes, d'augmenter la réponse anabolique et donc de gagner plus de masse musculaire. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est assez intéressant. C'est en regard de la capacité de travail, potentiellement aussi l'augmentation de la densité capillaire qui pourrait être quelque chose de positif. Donc voilà. Alors, la troisième raison, et pour moi celle-ci est assez importante, elle est aussi liée à la santé, mais c'est plutôt lié en fait avec le risque de blessure. En fait, il existe quelques évidences qui tendent un petit peu dans cette direction, se dire en fait plus grande capacité de travail et un peu plus de capacité de fitness aérobie pourrait avoir un effet protecteur contre le risque de blessure. Donc dans une étude intitulée Why do workload spikes cause injuries and which athletes are at higher risk, mediators and moderators in workload injury investigation, par Wint et collègues, paru en 2017, les auteurs expliquent que le niveau en fait de fitness aérobie aurait un rôle de modulateur sur la charge d'entraînement. C'est-à-dire qu'un niveau plus élevé de fitness aérobie protégerait l'athlète en amenuisant le risque de blessure découlant d'un rapide incrément dans la charge d'entraînement. C'est-à-dire qu'en fait, les athlètes qui ont un meilleur fitness aérobie, en fait, tolèrent beaucoup plus les augmentations brusques dans la charge d'entraînement et donc ils sont potentiellement moins sujets aux blessures. Alors, une autre petite preuve qui va dans ce sens-là, et pour moi une preuve qui est de très bonne qualité, puisqu'en fait elle est issue de Stronger by Science, du coup le grand blog popularisé par Greg Nuckols et avec aux différentes contributions des auteurs de MASS, de Monthly Application in Sport Science, qui est vraiment en fait très quali. Et alors, du coup, dans un blog qui est paru sur ce site-là, Andrew Patton, en fait, il avait réalisé un grand sondage des powerlifters pour déterminer un peu quels étaient les facteurs de risque de blessure. Un blog très quali qui est très proche de l'étude scientifique. En fait, lui, il a rapporté que les powerlifters engagés dans une forme ou une autre d'activité aérobie, en fait, avait tendance à être moins blessés que ceux pour lesquels ce n'était pas le cas. Et du coup, c'est peut-être anecdotique. Je pense qu'il avait un échantillon d'environ 270, si je ne dis pas, powerlifters, ce qui n'est pas grand-chose en regard de la population de powerlifters, mais qui pourrait quand même se révéler assez intéressant. Et voilà. Et c'est probablement lié, un peu comme l'avait rapporté Wint et collègues, en fait, parce que c'est un modérateur de la charge d'entraînement et probablement parce qu'il y a une meilleure capacité de travail, une meilleure capacité de récupération, probablement aussi une meilleure capacité de travail, donc la capacité d'encaisser de plus haut volume, de plus haute intensité sans forcément que ce soit délétère. Du coup, ce pourrait donc une plus grande capacité de travail soit un facteur protecteur contre les blessures. Alors, de mon côté, je remarque aussi que les athlètes qui encaissent de plus grands volumes d'entraînement, donc ça c'est vraiment dans ma pratique personnelle, et qui ont une fréquence qui est plus importante, en général, sont moins blessés. Et je pense qu'aider à faire du cardio peut aider à cela. Cela dit, j'ai mis quelques observations sur ma propre observation sur les powerlifters, parce que déjà, ce n'est pas une étude, c'est juste des observations, elles peuvent être biaisées. Je suis moi-même quelqu'un qui a plutôt une bonne capacité de travail, et un peu plus important que beaucoup de mes co-athlètes, dirais-je. Du coup, si une relation existe, j'ai pas encore d'informations sur le sens de cette relation. C'est-à-dire, donc, est-ce que c'est le cardio qui influence la récupération, et donc la capacité à accumuler de plus grandes charges d'entraînement, et qui, in fine, va jouer un rôle protecteur sur le risque de blessure, ou alors, en fait, est-ce que ce sont des athlètes qui peuvent juste s'entraîner plus de base, qui sont juste moins sujets aux blessures, qui récupèrent naturellement plus vite, et qui, du coup, sont capables de faire plus avec leur entraînement, et du coup, ils ajoutent du cardio, par exemple. Ça, du coup, c'est peut-être un peu le sens de la relation, peut-être que chez Patton aussi, il faut encore déterminer un petit peu cela. Voilà, ça pourrait être intéressant si un jour on a peut-être un petit peu l'occasion de faire ces recherches sur ces athlètes et peut-être plutôt pas une étude rétrospective, mais probablement soit une étude observationnelle transversale, soit une étude interventionnelle et ça pourrait être assez intéressant. Voilà. Cela dit, et ça je tiens à le dire, je trouve qu'un nombre important d'athlètes et de coachs ont peur d'ajouter le cardio à leur entraînement. Ils mettent souvent un effet d'interférence en avant, mais je pense pas vraiment qu'il faille s'en intéresser de cet effet d'interférence. Alors, différentes études se sont intéressées à cet effet-là, dont une datant de 2012 qui est intitulée A Meta-analysis Examining Interference of Aerobic and Resistance Exercise. Mais elle obtenu des résultats encourageants en faveur de l'entraînement concurrent, c'est-à-dire que les auteurs apportent des tailles d'effets similaires entre l'entraînement en force et l'entraînement concurrent, donc force plus cardio, bien que légèrement plus petit que pour l'entraînement concurrent. C'est-à-dire que
ce que ça dit en fait, si on parle taille d'effet similaire, mais légèrement plus en faveur pour l'entraînement en force, ça veut dire qu'en fait, typiquement, on fait un peu plus de gains quand on s'entraîne juste en force par rapport à de l'entraînement concurrent. Voilà. Mais c'est à peu près normal en fin de compte. Ces résultats sont en général confirmés par d'autres études. Et on sait que par exemple, la durée, le timing et le type de cardio vont avoir un impact plus ou moins important sur cet effet d'interférence, entre guillemets. Donc il existe, mais il n'est pas très important. Donc la plupart des gens ont tendance à un peu overblow cela. Et voilà, si le cardio est réalisé avant la séance de force, ça aura un effet négatif. On sait que la course, en fait, elle semble avoir un impact plus négatif que d'autres formes de cardio, telles que le vélo. On sait que les durées plus importantes aussi un impact également, un impact négatif également plus important, mais j'encourage vraiment mes athlètes à faire du cardio. Il est vrai que ça peut avoir un effet négatif sur le gain en force, mais je pense que ce désavantage est largement contrebalancé par les bienfaits sur la santé, les capacités de travail et potentiellement le risque de blessure. Et du coup, si on a une meilleure capacité de travail, à terme, on est potentiel. Ça pourrait aussi faciliter les progrès. Donc peut-être que c'est quelque chose qui va s'annuler, peut-être qu'il va y avoir une balance bénéfique nette en faveur, par exemple, de faire du cardio, et qu'en fait, cet effet d'interférence, finalement, c'est peut-être juste sur une étude, sur 12 semaines, peut-être que oui, ça a un effet négatif, mais peut-être que sur 12, sur un an, sur 2 ans, sur 3 ans, ce sera encore le cas. Potentiellement que non, à voir. Encore une fois, on pourrait imaginer des études qui pourraient s'intéresser à cela. Euh, et voilà, et du coup, ben, les facteurs, entre guillemets, tels que je les évoquais, donc le désavantage de peut-être gagner un petit peu moins en force sur 12 semaines, ben, il peut, je pense, contrebalancer par les bienfaits par la santé, capacité de travail et potentiellement un risque de blessure diminué. Et en fait, tous ces facteurs-là, eux, vont avoir un effet bénéfique sur les progrès. Comme je le disais, la balance bénéfique, elle sera peut-être en faveur, enfin, la balance du bénéfice sera peut-être plus en faveur finalement de l'entraînement concurrent. Alors, j'ajoute quand même que le cardio n'est pas indispensable per se. Il est possible d'avoir un impact considérable sur sa santé en allant tout simplement marcher. Une étude assez récente intitulée Daily Steps and All-Cause Mortality, a meta-analysis of 15 international cohorts, publiée dans le Lancet Public Health, du coup, un très très bon journal. Si vous êtes publié dans le Lancet, vous savez que votre étude est quand même de qualité. Cette étude rapporte qu'en fait, une fourchette de seulement 7 à 12 000 pas par jour sont nécessaires pour obtenir une réduction du risque de mortalité pour toutes les causes de 40 à 53% par rapport à des personnes qui ne marchent que 3 500 pas par jour. Donc, pas besoin d'aller passer 1 heure sur le vélo, mais juste si vous arrivez à augmenter, par exemple, votre nombre de pas par jour et le situer entre 7 000 et 12 000 pas, vous pourrez quand même avoir un nombre d'effets importants sur votre santé. Et je pense que ça, c'est un petit peu le low-hanging fruit, et j'ai tendance à prioriser cela avec une grande majorité d'athlètes. Donc voilà, parce que ce sera moins traumatisant. Potentiellement, si les gens n'aiment pas trop faire une activité physique supplémentaire, ben juste faire de la marche, ça peut aider. Alors, on ne parle pas de 7000 pas cumulés parce que vous avez été vite faire vos courses, que vous avez été vous déplacer dans votre bureau. Non, c'est une marche quand même continue, on va dire une activité de marche qui va être réalisée pendant, dirais-je, 15, 20, 30 minutes pour au moins avoir tous les effets en fait de cette activité un peu plus continue. Hein. Donc voilà, ça c'était les petites choses. J'espère que du coup, Pauline, j'ai répondu à ta question. Mais du coup, cardio très important. Effet d'interférence qui existe, mais qui est pour moi largement contrebalancé. Si vous avez pas envie de faire le cardio, vous pouvez juste aller marcher. C'est super cool. Et voilà. Alors, question de Nicolas. À Caen, enfin, ou plutôt c'était Nicolas Janotte, du coup, une salle de sport de force Girevois, powerlifting, haltérophilie, messlifting à venir en Belgique. Et moi, je réponds cela. J'espère un jour. Ça, c'est vraiment ce que j'espère de tout cœur. Alors, pour moi, ça va demander le travail commun de plusieurs personnes et amener les spécialistes de chaque discipline à travailler ensemble. Et ça, pour moi, c'est l'aspect le plus complexe. Pour moi, avant même d'arriver à cela, je pense que la plus grande question resterait celle de la rentabilité, trouver un moyen de financer la salle en dehors de ces sports de niche, parce qu'en fait, ce sont des sports de niche qui, je vais le dire, c'est un peu triste pour tous ces sports-là, mais qui n'amènent pas encore, je pense, suffisamment de pratiquants pour qu'une salle puisse uniquement en vivre. Peut-être que dans quelques années, dans quelques mois, ce que j'ai dit là, ce sera totalement obsolète et peut-être que justement, ça va arriver. Euh, donc voilà. Et en fait, pour moi, de manière générale, si on veut faire en sorte que ce soit rentable, le crossfit, le fitness, le bodybuilding sont des sports cibles qui peuvent permettre de rendre en fait une salle plus rentable, plus accessible.
Un bon exemple de ce genre de business, c'est PowerCamp à Bordeaux, je trouve. C'est trois compères qui ont chacun leur spécialité, donc le powerlifting, l'haltérophilie et le crossfit avec la gymnastique. Plutôt la gymnastique et un peu de crossfit. Et du coup, eux ont développé un business qui fonctionne bien. Si on va outre-Atlantique et qu'on regarde plutôt aux États-Unis, il y a Game Day Barbell qui a essayé de développer une salle avec trois pôles, hein, on va dire powerlifting, haltérophilie et un peu bodybuilding. Alors, majoritairement, c'était surtout des powerlifters qui se sont mis à travailler ensemble. Ça a posé un peu plus de problèmes d'ailleurs. Il y a eu un petit drama. Voilà, probablement les égos aussi, hein. C'est des trucs. Enfin voilà, on reviendra un petit peu là-dessus après d'ailleurs. Je trouvais ça assez important. Mais voilà. Du coup, il y a quand même des salles qui fonctionnent à partir du moment où on vise un public cible qui est un petit peu différent, un petit peu élargi. Et je pense que ça, du coup, que ce soit par le CrossFit, par le bodybuilding ou par le fitness de manière générale, le functional fitness, ça peut être une très très bonne idée pour en tout cas s'assurer que la salle soit rentable. Pour moi, le gros problème que je vois à l'heure actuelle dans la création de salles, c'est en fait, de manière générale, c'est le manque de place dans les salles spécialisées. Les loyers sont élevés, donc on commence petit. Et du coup, si on commence petit, il faut accepter un nombre important de personnes. Euh, mais le problème, c'est qu'il faut un nombre important pour que ce soit rentable. Et souvent, si on commence petit, le seuil de rentabilité avec les abonnements dépasse en fait typiquement euh, le nombre de personnes qu'il est facile d'accueillir, enfin qu'il est possible d'accueillir. Ce qui peut être assez embêtant. Du coup, par exemple, je dis une salle aurait besoin, je sais pas, 75 adhérents pour être rentable, mais elle n'a la place que pour accueillir peut-être 20 personnes au même moment. Alors on sait qu'on n'est pas sur des salles avec des abonnements fantômes, c'est-à-dire qu'en fait les gens doivent venir pour que ce soit, enfin ils doivent payer un abonnement. C'est des sports de niche, donc les gens vont venir s'entraîner. Mais si par exemple j'ai besoin de 75 personnes, mais que je n'en accueillir que 20 au même moment, et qu'en fait c'est typiquement entre, je vais dire entre 17 et 20 heures, qu'est-ce que je fais des 55 autres qui vont aussi payer un abonnement? Et voilà, ça c'est parfois un peu compliqué. Donc les loyers sont élevés, c'est difficile d'avoir des locaux qui soient suffisamment grands parce qu'il y a quand même un investissement de base qui est relativement important, que ce soit en équipement, en machine. Si on veut de l'équipement qui soit approuvé aussi en compétition, ça augmente un petit peu les frais. Donc voilà. Et un corollaire en fait de ce manque de place, c'est vraiment le manque d'équipement pour accueillir tout le monde. Mais c'est vraiment lié à ce point-là. En fait, dans ce genre de situation, accepter trop de monde, je trouve que ça pose un problème pour les gens qui s'entraînent là. Donc la qualité du service diminue, ça donne pas forcément euh, ça diminue en fait l'envie d'aller là. Et je remarque que pour certaines personnes qui ont avoir tendance à ouvrir des salles, ces deux points-là en fait peuvent être, je pense, des points qui sont pas spécialement pris en considération. Moi ici, je suis dans des salles où j'ai fréquenté des salles où parfois on accepte plus de monde que ce qu'on est capable d'accepter, que ce soit en termes matériels et ou de place. Et du coup, ce qu'il faudrait, c'est un investissement peut-être plus important. Cela dit, quand on lance une salle, c'est pas toujours réalisable, mais ça veut dire aussi que se dire, bon, ok, je dois aussi peut-être trouver des moyens alternative de financer. Et c'est pour ça que je disais, par exemple, que le fitness, des espaces dédiés peuvent en fait essayer d'amener cette rentabilité pendant qu'on développe aussi cela. Pas obligé d'être un service, par exemple, si vous proposez du crossfit dans votre salle, pas obligé d'être un service qui devrait être continu. Peut-être se dire, je fais ça pendant 1 ou 2 ans. Déjà, il faut payer la licence, elles sont plus chères. Donc, faites du functional fitness, c'est pas forcément du crossfit. Mais ce sont des choses qui peuvent aider et voilà. Du coup, je pense que et puis si un jour votre salle est rentable, ou en tout cas que vous n'avez plus besoin de ça pour qu'elle soit rentable, vous pouvez tout à fait arrêter, hein. C'est pas du tout. Enfin voilà. Après, si ça vous plaît, continuez. Dans les points aussi qui font que pour moi c'est compliqué de s'établir en tant que salle, c'est aussi enfin qui fait que ça peut être compliqué, c'est aussi le manque d'équipement de qualité et diversifié. Pour moi, c'est vraiment ce qui peut faire la différence entre plusieurs salles dans un sport de niche, c'est vraiment le matériel disponible. En fait, je trouve que si tu as du bon matériel, ça peut justifier un tarif plus élevé ou de voyager de plus longues distances pour venir s'entraîner. Alors, on voit beaucoup dans powerlifting, on voit beaucoup de salles qui poussent comme des vipères avec de l'équipement calibré, ce qui est vraiment super, c'est super chouette. Mais pour moi, ce qui manque, ce sont des salles où en fait où il y a d'équipements divers, en fait, du genre specialty bar, des machines de bodybuilding, parfois de streetlifting, ou d'haltérophilie, en fin de compte, pour c'est des accessoires ou des athlètes un peu hybrides. Et en fait, déjà, ça a le don, enfin, ça a la possibilité, en fait, de viser un public plus large. Donc ça, c'est déjà bien. Ça veut dire aussi plus de matériel pour accueillir du monde, mais ça veut aussi dire en fait que les gens n'ont pas besoin des multiples d'abonnements. Parce que ce qu'on voit beaucoup à l'heure actuelle, c'est que les gens ont peur de demander des abonnements
assez élevé, ce qui est logique parce qu'en fait ils ne sont pas suffisamment bien équipés que pour en fait justifier le fait qu'on vienne que dans la salle. Du coup, pourquoi on va pas demander un abonnement peut-être à 70 ou 80 € si en fait la personne sur le côté est obligée d'avoir un abonnement pour aller au Basic Fit, qu'à côté de ça elle paye un coaching, enfin voilà, et du coup ça multiplie les coûts. Et je pense que si en fait nos salles se concentraient à l'heure actuelle sur le fait d'avoir un espace suffisant, d'accepter un nombre raisonnable de personnes, mais qui est lié en fait si vous voulez au footprint ou à la capacité matérielle d'accueillir du monde, et que du coup, il y avait une qualité d'entraînement qui est bien, vaut mieux une plus petite communauté mais qui tourne bien, où on connaît tout le monde, et puis combler, que ce soit via du personal training ou du small group training. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très positif, plutôt que et puis par quelques entrées individuelles ou des gens qui peuvent privatiser l'espace. Pour moi, ce sont des choses qui sont tout à fait pertinentes. Et voilà. Et puis c'est viser un public plus large en fin de compte, que ce soit avec de l'équipement qui soit adapté, qui puisse justifier en fait le fait qu'on vienne. Ah tiens, moi j'ai le dernier équipement de compétition à la mode, super, ok, c'est chouette. Est-ce que tu as par exemple une trap bar, est-ce que tu as une Swiss bar, est-ce que tu as une SSB, est-ce que tu as différentes choses, ok. Est-ce que tu as suffisamment de plaques calibrées, est-ce que tu as suffisamment de jeux d'haltères, est-ce que tu as des poulies, est-ce que tu as de quoi faire des tractions, des dips, de l'haltérophilie. Enfin pour moi c'est toutes ces choses là qui vont permettre aussi faire en sorte qu'une salle va devenir aussi plus rentable, plus viable. Et du coup, ça, c'est tout ça. Donc, je pense qu'il est tout à fait possible d'ouvrir une salle, mais on va vraiment être limité par toutes ces choses-là. D'abord, et c'est des limitations qu'il faut contourner pour ouvrir une salle. Mais ça, c'est mon avis. Et si j'ouvrais une salle, ce sont vraiment des points auxquels je ferai attention. Donc, voilà. Et ici, je termine du coup avec la question de Julien pour clôturer ce podcast en beauté. Alors, la question de Julien, c'est que penses-tu du post du docteur John Russin qui dit que, je l'ai traduit parce qu'en anglais, enfin voilà, je me suis dit que c'était déjà un petit peu mieux. Si les big lifts te dégomment, beat you up, voici ce que tu devrais faire avant tes squats, développé couché et deadlift. Tu devrais faire des hamstring curls avant les squats, des face pulls avant le bench press et du hip thrust avant le deadlift. Réalise 3 à 5 séries de plus de 25 reps de chacun de ces primers mécaniques avant tes gros lifts. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est majoritairement du bullshit. Ce sont des affirmations sans fondement et je développe un petit peu. Alors, avant même d'attaquer à l'idée, j'aime juste aller me pencher en fait sur l'auteur des affirmations. Du coup, j'ai vite faire un petit tour sur le site web de ce monsieur avec ses affirmations extraordinaires. Et après un rapide coup d'œil sur ce site, je me rends compte que ce cher monsieur essaie de me vendre différents programmes d'entraînement qui vont me rendre plus fonctionnel, qui vont m'éviter les blessures et qui vont me faire gagner du muscle et de la force tout en perdant du gras. Et en fait, ça paraît presque trop beau pour être vrai, parce que ça l'est très probablement. Alors oui, on peut, euh, on peut gagner du muscle et de la force, ça reste à voir tout en perdant du gras. Ça demande une approche méthodique, une très bonne gestion de l'alimentation, un entraînement qui soit millimétré, des efforts qui soient faits au niveau de la diète, au niveau du muscle, au niveau de l'entraînement, des adaptations qui soient faites peut-être à certains moments. Et c'est selon pas, et pour moi, c'est pas avec un programme tout fait que c'est le cas. C'est avec de l'individualisation, en adaptant l'entraînement, le plan d'entraînement alimentaire ou le plan d'entraînement, enfin le plan alimentaire ou le plan d'entraînement, ça va être possible. Et voilà, du coup, c'est juste un moyen de mettre en avant son business avec des affirmations un peu extraordinaires. Le fait qu'on puisse en fait prévenir toutes sortes de blessures, bulletproof against injuries. Ça me paraît quand même aussi un peu costaud. On sait qu'en fait, on parle plus vraiment de prévention de blessures à l'heure actuelle. Bon, certains chercheurs se tirent un petit peu la bourre. Certains parlent un peu de injury risk management, donc gestion du risque des blessures, plutôt que de prévention, parce qu'en fait, la prévention, elle fonctionne pas. On observe de manière générale euh, on observe en général que l'incidence des blessures n'a pas tendance à diminuer, elle se maintient, dans certains cas elle augmente. Donc malgré tout ce qu'on sait sur la prévention des blessures, il ne semblerait pas que c'est le truc qui fonctionne le plus. Et du coup, est-ce qu'on peut vraiment parler de réduction, de réduction du risque de blessure? Voilà, on peut plutôt parler de gestion du risque de blessure, enfin selon moi. Après c'est sémantique, c'est l'idée derrière est la même, c'est juste pianoter sur les termes. Mais je pense que voilà, c'est pas avec un programme tout fait, il faut identifier les facteurs de risque qui sont propres à chaque pratique. Comme j'en ai parlé en powerlifting lors du précédent podcast, ben, il y a différents facteurs qui sont inhérents à ce sport-là, mais dans d'autres sports, les facteurs de risque vont être différents. Donc c'est difficile en fait d'adresser le risque de blessure
si on n'a pas connaissance, en fin de compte, au niveau du sport, des contraintes et des facteurs de risque, et aussi qu'on ne connaît pas la personne et qu'on ne peut pas identifier certains facteurs de risque. Comme on en a parlé la fois dernière, il y a des facteurs de risque psychosociaux qui sont liés aux stratégies d'adaptation, par exemple, et la gestion du stress. Ben, en fin de compte, si quelqu'un est hyper stressé, qui dort très peu parce qu'il est anxieux, et en fait qui ne sait pas du tout gérer les situations difficiles, il va être plus à risque de blesser. Mais du coup, un programme de prévention ne pourrait a priori pas fonctionner si ces problèmes-là ne sont pas gérés à la base. Ou alors, ça pourra fonctionner, mais pour d'autres raisons qui ne sont pas spécialement liées au programme d'entraînement, mais des effets contextuels, une réduction de la charge d'entraînement, ou en fait une augmentation de la charge d'entraînement parce qu'on rajoute ce petit programme avant de faire son entraînement. Enfin voilà, différentes choses. Du coup, oui, ça pourrait aider, mais pas forcément pour les raisons qui sont mises en avant. Et voilà. Du coup, en fait, ces affirmations sont très belles pour être vraies. Et ça, il faut le signifier. L'idée qu'en fait, il faut déjà bien prendre en considération que le gars avec son poste, pour lui, l'idée est de vendre et surtout de vendre son produit. Donc, si on s'intéresse un peu à ce qu'il y a derrière, quels sont les mécanismes plausibles qui pourront expliquer que les exercices qu'il évoque avec ce format de répétition font en sorte que les big lifts te mettent plus trop à mal ou soient moins cassants pour toi. Et pour être honnête, moi je vois aucun mécanisme plausible. Ces mouvements polyarticulaires te fatiguent excessivement, qui te laissent, qui te dégomment, qui te pètent la gueule, euh, ben en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut regarder avant d'ajouter des exercices. Déjà, quelle est ta charge d'entraînement? Est-ce qu'elle est adaptée? Est-ce que le volume et l'intensité sont peut-être trop importants? Est-ce que la technique que tu utilises, elle te convient ou est-ce qu'il faut la modifier? Est-ce que ton échauffement est suffisant? Est-ce qu'on doit l'allonger ou le modifier qui pourrait aider? Peut-être que ta fréquence d'entraînement est trop importante, que le format de répétition ne te convient pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas forcément faire des séries de 10 ou 12 en deadlift parce que juste ils finissent mais dégommés. Moi, c'est le cas, par exemple. J'ai un très low rep capacity sur le deadlift, tandis que sur le squat, il est plutôt haut. Et du coup, voilà. Euh, ou en fin de compte, juste ta récupération n'est pas suffisante. Il y a tellement d'hypothèses qui peuvent expliquer que tu sois excessivement fatigué par un exercice, mais aucune de ces hypothèses, pour moi, n'explique pourquoi faire des hamstring curls, des face pulls ou des hip thrusts et en quoi ça va t'aider. Donc voilà. Mes hypothèses ne sont pas sexy, je peux pas apporter une réponse certaine. Il faudrait une analyse, je vais dire, qui soit un petit peu, qui soit conduite de manière un petit peu rigoureuse, que je fasse un questionnaire, que j'analyse ton plan d'entraînement, et ma réponse, elle sera pas forcément, elle sera incertaine, elle sera nuancée. Et ça, typiquement, ben, c'est beaucoup moins vendeur par rapport à une solution toute faite, facilement applicable par toutes et à tous, et qui ne nécessite aucune capacité de réflexion, de résolution de problème. Donc voilà, c'est du Instagram tout craché, c'est pas beau, c'est pas chouette, mais c'est comme ça, on fait avec. Alors, cela dit, je tiens quand même à nuancer, c'est pas pour autant que les exercices qu'il va proposer ne vont pas aider à se sentir moins cassé. Ça pourrait aider. C'est probablement un moyen d'accumuler un peu plus de volume sur certains groupes musculaires, ce qui pourrait en fait aider à augmenter leur capacité à avoir un impact positif. Du coup, s'ils ont plus de capacité, si tu augmentes un petit peu ça parce que tu les travailles, tu augmentes peut-être un petit peu l'oxygénation, le blood flow, et en fait juste, bah, ça peut juste amener enfin, voilà, c'est aussi une forme d'échauffement, c'est aussi une forme de, si tu te sens un peu cassé, douloureux, ben, ça allonge l'échauffement, ça te fait bouger, ça c'est une première chose, mais aussi s'il y a un peu plus de volume sur ces muscles et que c'est correctement dosé, ça peut aussi aider à juste augmenter la capacité des groupes musculaires. Comme je le disais, l'échauffement, ça pourrait juste mieux aider le corps à performer. Et en fait, pour moi, c'est comme ce que j'expliquais un peu avec l'isométrique et l'excentrique, c'est qu'en fait, des exercices, ils n'ont rien de magique. Mais ils peuvent aider, ils n'ont rien de magique. Euh, Après, d'autres exercices pourraient en fait tout autant t'aider, comme cela pourrait rien changer. Donc en fin de compte, c'est un peu à toi de voir. Si tu as envie de faire des primers avant de t'échauffer, je vois beaucoup de gens qui font des rotations externes, je vois beaucoup de gens qui font tiens, je vais faire ci, je vais faire tchac. Tant mieux, ça te fait du bien. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Je suis le premier quand je m'échauffe à juste passer sous une barre, pas spécialement faire du vélo, pas spécialement faire tout ci, tout ça. Et je vois qu'à l'heure actuelle, les jeunes ont tous des douleurs, ils passent tous 36 heures à s'échauffer. Ok. Alors, si tu as des petites douleurs, si tu as besoin un peu plus d'échauffement, que tu es plus lent, que ça fait partie de ton rituel, pourquoi pas. Cela dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un échauffement qui mette parfois une demi-heure, 40 minutes avant d'arriver sous la barre? Ça, je ne pense pas. Ici,
Typiquement, je pense que ça retarde juste le moment où tu vas passer sous ta barre. Et je pense que juste allonger l'échauffement de manière spécifique et de manière générale beaucoup plus productif. Sauf s'il y a des petites douleurs, effectivement, ça peut être intéressant de s'intéresser à ça. Ça dit que c'est des douleurs chroniques qui nécessitent que tu fasses absolument tes exercices, mais tout le temps. Là, je me dirais qu'il y a peut-être il y a peut-être des choses sur lesquelles il faut peut-être jouer, comme je l'évoquais un petit peu plus haut. Enfin voilà. Voir qui clôture cette FAQ. Très content d'avoir pu apporter ces réponses ici. J'espère qu'elles vous plairont. J'espère que elles ont été suffisamment développées et que vous avez envie de poser à nouveau de nouvelles questions qui viendront prochainement, pour lesquelles je répondrai prochainement. Alors on se retrouve probablement d'ici 15 jours, peut-être 3 semaines. Je partirai pas la semaine qui vient, mais la semaine qui suit, coacher au championnat d'Europe Open. Du coup, j'aurai du boulot. Je ne sais pas comment je vais pouvoir avancer sur les podcasts. Peut-être que je ferai un podcast avec un athlète sur place. Peut-être, ça peut être une bonne occasion, ça peut être chouette. Nous verrons un petit peu comment ça peut se passer. Et ouais, voilà. Du reste, on se retrouve bientôt pour l'épisode 14. Porte-toi bien. À très 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 vite. Et ouais, on se parle très vite et passe une très bonne journée. En attendant, n'oublie pas, stay smart, get strong.